l'occurrence Jean-Jacques Hublin, qui est paléoanthropologue, qui est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup avancer la paléoanthropologie. Je ne dirais pas comme ça devant lui, mais pour ceux qui ont mon âge, il y a eu Coppens dans les années 80, et puis maintenant il y a Hublin, quoi. Bon. Cette question de l'étude des origines de l'homme et de la transition entre Néandertal et Sapiens, c'est-à-dire l'homme d'aujourd'hui, c'est une science qui a beaucoup évolué. D'ailleurs, ça nous permet de nous interroger sur la vérité scientifique, parce que ce qu'on disait il y a 20 ans sur les origines de l'homme, encore plus il y a plus longtemps, et ce qu'on dit maintenant sont des choses qui ont en tout cas évolué. Jean-Jacques a écrit un livre qui est à votre disposition là-bas, s'appelle La tyrannie du cerveau, qui montre comment l'évolution de la taille du cerveau et de la composition du cerveau a contribué à façonner ce que nous sommes. Bonjour à tous et merci d'être venus ce matin pour m'écouter. Et puis surtout, mille excuses pour ce retard. On dit parfois que les professeurs au Collège de France se prennent un peu pour des rockstars, donc c'est mon moment Johnny Hallyday ce matin. Et bien évidemment, je suis très désolé de ce contretemps qui, comme on dit, est indépendant de ma volonté. Alors ce matin, je crois que notre réunion tourne autour de un livre que j'ai publié il y a quelques semaines, enfin 3 mois maintenant, qui s'appelle La tyrannie du cerveau. Alors, contrairement à ce que le titre suggère, c'est pas un livre sur le cerveau, même si le cerveau y tient un rôle essentiel. C'est un livre sur ma discipline. Et ma discipline, c'est la paléoanthropologie. La paléoanthropologie, c'est l'étude de l'évolution humaine. Et je pense que, d'une façon générale, le public aujourd'hui est assez familier avec cette discipline. Certains de mes prédécesseurs, je pense en particulier à Yves Coppens, ont joué un grand rôle pour populariser ce domaine de connaissances dans le public. Tout le monde a entendu parler de Lucie, de l'homme de Néandertal. Ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage, c'est me détacher un petit peu de ce récit, qui est un récit qui a une teinte alors certainement d'exotisme, puisqu'on parle quand même de créatures et de mondes complètement engloutis, et puis aussi qui a un côté un petit peu épique, une sorte d'épopée avec des personnages qui se succèdent, et tout le monde a en tête cette frise qui a été publiée dans les années 70 de l'évolution humaine, où on voit des primates qui à gauche ressemblent surtout à un grand singe et puis qui sur la droite se redresse et ressemble de plus à un homme moderne, redressé, grand, beau, intelligent. Et donc j'ai voulu sortir un petit peu de ce récit pour aborder ce qui, de mon point de vue, est un sujet qui est peu expliqué, je pense, au public, qui est le sujet des mécanismes sous-jacents en fait à cette évolution. Alors c'est peut-être un peu ambitieux de dire que j'ai voulu expliquer le pourquoi des choses, mais en tout cas le comment. Et en fait, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mon enseignement au Collège de France. Je pense que c'est essentiel en fait de montrer comment l'étude du passé de l'humanité en fait apporte un éclairage sur la nature humaine et sur, dans le fond, non seulement la place de l'homme dans la nature, dans le passé, mais aussi dans le présent. Et dans le fond, je me suis rendu compte en réfléchissant à ce sujet, quand j'ai travaillé sur ce livre, qu'il y avait de nombreux sujets qui étaient des sujets d'actualité, voire des sujets qui concernent la vie quotidienne des gens, leur alimentation, les problèmes environnementaux, les relations qu'ils ont avec leur entourage, leur enfant, la société en général, qui en fait s'enracinent dans ces mécanismes anciens de l'évolution. Alors, de formation, j'étais
plutôt géologues et biologistes au départ. Et donc, pour les biologistes, l'évolution humaine, c'est quoi? Eh bien, c'est la séparation d'un rameau de primates supérieurs qui s'est détaché d'un autre rameau, qui est celui qui est le plus proche de nous dans l'arbre de la vie, qui est celui de grands singes comme les chimpanzés. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les ancêtres de l'homme sont des chimpanzés, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans la nature, les créatures qui sont les plus proches de nous, du point de vue de la biologie, mais aussi du point de vue de la parenté, ce sont ces grands singes. Et c'est très intéressant d'étudier leur biologie et leur comportement, parce que ça apporte un éclairage sur ce qui fait, en fait, la particularité des hommes à bien des points de vue. Alors, cette séparation, elle a eu lieu il y a au moins 7 ou 8 millions d'années. Depuis, chacun a fait son chemin. Les chimpanzés ont évolué de leur côté et les ancêtres de l'homme du leur. Pour revenir à cette image de cette parade des hominines anciens, c'est une vision des choses qui a été profondément remis en cause en fait dans les dernières décennies du XXe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'évolution de ces hominines comme une ligne droite, une espèce d'autoroute avec des formes qui se succèdent, mais plutôt comme un buisson assez complexe. Et ce buisson, il comporte aujourd'hui au moins une trentaine d'espèces qui ont existé dans le passé. Et alors, le point qui est vraiment le plus spectaculaire dans toute cette histoire, c'est que, dans le fond, la situation présente où on a une espèce humaine unique, en fait assez homogène, qui peuple l'entièreté de la planète, qui a colonisé les milieux les plus hostiles, et qui nous paraît être la situation normale, si je peux dire, en fait, c'est une situation qui, à l'échelle des temps géologiques, est une situation exceptionnelle. C'est-à-dire que quand on remonte dans le passé, et un passé pas très profond, je vous parle d'il y a 50 000 ans. Alors vous me direz 50 000 ans, c'est il y a très longtemps, mais 50 000 ans comparé à 8 millions d'années, c'est hier. Et donc, quand on remonte dans un passé qui n'est pas très lointain, en fait, on se rend compte qu'il y a eu sur Terre, sur différents continents, différentes régions, différentes espèces d'hominines. Alors, quand je dis espèces d'hominines, c'est vraiment des entités biologiques assez différentes les unes des autres. Je ne suis pas en train de vous parler de la diversité des hommes actuels, où on a des variations qui sont quand même assez cosmétiques, en fait, d'une région à l'autre du monde. Et donc, il y a à peu près 50 000 ans, une de ces espèces a remplacé toutes les autres. Cette espèce, c'est la nôtre, Homo sapiens. Nous avons des origines africaines qui remontent à peu près à 300 ou 400 000 ans. Et cette espèce qui a longtemps évolué uniquement en Afrique, à un moment donné, a commencé à se répandre en Eurasie. Elle y a remplacé les formes qui existaient. Alors, tout le monde connaît l'homme de Néandertal, mais il y avait d'autres formes qui existaient dans l'Ancien Monde. En Asie, un groupe qu'on appelle les Denisoviens, qui a été découvert assez récemment. Et puis d'autres espèces, notamment dans des milieux insulaires. Et donc, il y a eu à cette époque-là, si vous me permettez l'expression, un grand remplacement, un vrai grand remplacement, c'est-à-dire que cette espèce a pris la place des autres. Alors, en les absorbant un tout petit peu, il y a un peu d'hybridation qui s'est produite. Et puis surtout, elle s'est aussi étendue à des territoires qui n'avaient jamais été peuplés par les hominides, des zones qui n'étaient pas vivables à proprement parler pour des créatures d'origine tropicale. Je pense aux zones arctiques, par exemple, les plus froides.
Et puis de là, elle est passée dans les Amériques, et puis elle s'est répandue dans tous les îles, en Australie et dans les îles les plus lointaines. Et alors ce remplacement, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire qui donc a donné naissance au monde que nous connaissons. C'est quelque chose qui, de mon point de vue, est probablement l'événement le plus important de toute cette histoire qui concerne des tas d'espèces dominines qui courent sur des millions d'années. Et c'est un processus, évidemment, qui interpelle la curiosité des scientifiques, parce qu'on se demande un peu pourquoi, à un moment donné, il y a ce développement explosif d'une espèce. Et quand je dis explosif, il faut bien se mettre dans la tête que non seulement cette espèce s'est répandue partout, mais elle a vraiment, je dirais, pris le contrôle de la planète. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui à propos du changement climatique, mais son impact sur l'environnement a été considérable, notamment en termes d'extinction d'autres espèces. Dans le monde actuel, si on regarde sur les continents la biomasse, ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire en gros la quantité de matière vivante que représentent les hommes et leurs animaux domestiques, les vaches, les poules, les moutons, tout ça, c'est quelque chose qui est d'un ordre de grandeur au-dessus de tout le reste des vertébrés terrestres. C'est-à-dire qu'on est passé d'une nature où les hommes étaient présents, mais à peine visibles, à un monde où finalement le reste des espèces vivantes est menacé sérieusement de disparition par une seule espèce. Donc, après avoir remplacé d'autres espèces d'hominines, je pense qu'on n'en arrivera pas là, mais on est en voie peut-être de remplacer aussi les autres espèces vivantes, en tout cas de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, enfin disons de vertébrés tels qu'on les connaît. Et donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est complètement mystérieux en fait dans ces processus, dans son explication. Alors on peut voir cette évolution sous la forme, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une espèce d'épopée, d'histoire, avec des personnages qui sont, connus et parfois célèbres. On peut aussi s'interroger sur, qu'est-ce qui fait la particularité de ces hominines, je parle d'hominines anciens, je ne parle pas des hommes actuels, et qui les a entraînés dans cette destinée tout à fait particulière. Alors, ces primates au sein duquel les hommes s'insèrent, c'était déjà des espèces qui avaient tendance à avoir un cerveau plus gros que les autres. Et cette capacité cognitive, cette complexité plus grande que celle qu'on observe chez d'autres mammifères, elle était liée déjà au départ au fait que, chez les grands primates, chez les grands singes qu'on connaît dans la nature actuelle, on a affaire à des espèces qui sont des espèces sociales, qui vivent en groupe avec une organisation sociale plus ou moins complexe. Et ça, c'est, le premier caractère qui est vraiment la marque des hominines, c'est-à-dire qu'ils ont poussé ce caractère-là beaucoup plus loin que les autres. C'est-à-dire que nous-mêmes et nos ancêtres, nous sommes des créatures qui sommes très enclines à coopérer. Et cette coopération entre les individus, c'est quelque chose qui s'est complexifié, qui s'est étendu constamment au cours de l'évolution des hominines. Et aujourd'hui, même dans un passé plus ou moins lointain, ce à quoi on a assisté, c'est que dans le fond, ces réseaux de coopération sont des réseaux qui se sont étendus très au-delà du cercle d'un groupe familial ou d'un petit groupe tribal ou clanique.
Et ce qui est tout à fait unique avec les hommes, c'est qu'ils sont, et de façon assez ancienne en fait, capables de créer des réseaux de solidarité qui vont très au-delà de leur cercle immédiat. Et donc nous nous sentons solidaires de gens que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons jamais, mais que nous considérons comme appartenant à notre groupe. Alors dans les sociétés modernes, ces groupes, ils sont fondés sur une identité qui peut être culturelle, linguistique, religieuse, mais nous avons cette forme très très particulière d'interaction avec les autres, et qui est quelque chose de tout à fait particulier. Et alors l'autre caractère qui est aussi propre aux hominines, c'est la propension à modifier l'environnement. On parlait tout à l'heure de cet effet sur l'environnement des hommes. C'est quelque chose aussi qui est assez ancien en réalité. En biologie, c'est ce qu'on appelle une construction de niche. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui, dans le fond, s'adaptent biologiquement à leur environnement, mais surtout adaptent leur environnement à elles-mêmes. On a des exemples que tout le monde connaît. Hein, voilà, les castors vivent dans des petits lacs qu'ils créent eux-mêmes, donc ils font des barrages, ils créent un environnement qui est l'environnement qui leur est favorable et où ils trouvent un milieu protecteur et nourricier. Et on a des tas d'autres exemples, hein, même dans le monde des insectes, les termites, d'autres espèces créent des environnements un peu artificiels. Mais alors, chez les hommes, c'est allé beaucoup plus loin parce que, dans le fond, au lieu de se contenter de modifier l'environnement immédiat, et ça c'est assez ancien, c'est-à-dire la construction d'habitats, de vêtements, de choses comme ça, qui justement ont permis l'adaptation des hommes à des régions qui n'étaient pas du tout a priori favorables à leur prospérité, eh bien, ils ont modifié vraiment les paysages, aujourd'hui l'atmosphère terrestre, le climat. Mais il ne faudrait pas croire que cette modification de l'environnement, c'est une espèce d'accident industriel qui s'est produit il y a 2 siècles et qui a entraîné l'humanité dans une situation un petit peu problématique aujourd'hui. En fait, c'est un phénomène qui est très très ancien. Je parlais tout à l'heure de l'homme de Néandertal, donc qui n'est pas notre espèce, qui est une autre espèce d'hominine, mais on a des bonnes raisons de penser que l'homme de Néandertal, il y a 125 000 ans, fichait le feu à la forêt quand la forêt ne lui convenait pas, pour créer des paysages qui étaient plus favorables à l'exploitation du gibier qu'il poursuivait. Donc, en particulier, le feu, ça a été quelque chose qui a été utilisé depuis très longtemps par des sociétés humaines pré-agriculture, hein, des sociétés de chasseurs-cueilleurs, pour modifier les paysages. Alors évidemment, avec l'agriculture, cette modification de l'environnement, elle a pris des proportions tout à fait spectaculaires. Et donc les hommes, comme les termites, ont créé un environnement artificiel autour d'eux, et voilà, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est un environnement hors duquel, en fait, nous serions incapables de survivre. Et donc, nous avons graduellement peuplé notre monde de toutes sortes d'artefacts. Alors, ces deux aspects, c'est-à-dire complexité sociale, hein, interaction entre les individus, et puis cette modification de l'environnement, ça nécessite des capacités cognitives élevées. Donc voilà, nous sommes une espèce très intelligente, entre guillemets, encore que l'intelligence, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à définir. Et donc depuis longtemps, il y a, du point de vue de l'évolution, ce que les biologistes appellent une pression de sélection, hein, c'est-à-dire une sélection naturelle qui pousse dans la direction d'un cerveau de plus en plus performant. Et ce cerveau de plus en plus performant, dans le fond, c'est l'organe autour duquel
ces deux tendances évolutives qui sont notre niche écologique, hein, c'est notre karma, si je peux dire, hein, cette complexité sociale et puis la voie de la technologie et de la modification de l'environnement, eh ben, voilà, ces pressions de sélection, elles ont poussé vers un cerveau de plus en plus performant, avec des capacités cognitives de plus en plus élevées. Alors c'est formidable d'avoir un cerveau performant, et on voit au cours des 2 derniers millions d'années une augmentation de la taille du cerveau chez les hominines. Tout le monde sait ça, hein, voilà, chez l'homme, le cerveau devient de plus en plus gros, encore qu'on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus dans quelques instants, mais récemment, il a eu tendance plutôt à diminuer de taille, mais disons qu'à l'échelle des 2 derniers millions d'années, voilà, il a augmenté beaucoup, et donc nous avons un cerveau qui est 5 à 6 fois plus gros que ce qu'il devrait être si nous étions des mammifères, je dirais, moyens. Hein. Alors, un mammifère moyen, c'est quoi? C'est un chien, un chat, voilà. Eux, ils ont le cerveau qu'un mammifère doit avoir pour cette masse corporelle. Nous avons un cerveau qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et bien évidemment, avec cette augmentation de taille, il y a une augmentation du nombre de neurones, du nombre de connexions à l'intérieur du cerveau, et donc toute cette mécanique biologique, c'est le substrat de notre complexité cognitive. Donc, avoir ce gros cerveau, ça nous permet de faire toutes ces choses, de créer cet environnement et de venir ici pour en parler ce matin. Mais ce cerveau, il est aussi un petit peu problématique en termes biologiques. C'est-à-dire que c'est un organe qui est tout à fait exceptionnel à des tas de points de vue, mais qui est très coûteux à l'organisme, en termes métaboliques. Et il est très coûteux parce qu'il consomme énormément d'énergie. Et cette énergie, elle est à peu près 10 fois supérieure à ce que consomme normalement la moyenne de nos tissus. Donc notre cerveau consomme, évidemment à taille égale, hein, 10 fois plus d'énergie que la moyenne du reste du corps. Et donc cette énergie, alors au départ, évidemment, c'est de l'alimentation, hein, pour nourrir toute cette machinerie biologique, mais ce rapport à l'énergie, c'est un problème ancien pour les hominines, c'est-à-dire que dans cette voie évolutive qui est celle de la complexité sociale, des interactions avec les individus, et puis d'autre part de la modification de l'environnement, eh bien, il y a un enjeu énergétique qui est très ancien. Et donc, depuis très longtemps, dans le fond, cette question de combien d'énergie on peut extraire de l'environnement, c'est un sujet central dans l'évolution des hominines. Si je peux dire, on est un peu énergie addict depuis très longtemps. Alors vous voyez, je disais tout à l'heure que certaines de ces considérations sur l'évolution humaine rejoignent des préoccupations modernes. On entend tous les jours parler du problème de voilà, comment on va avoir assez d'énergie demain pour faire fonctionner les sociétés humaines. Mais là encore, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'assez ancien. Alors pourquoi ce cerveau consomme autant d'énergie? Il consomme beaucoup d'énergie parce que il est composé de 80 milliards de neurones et d'autres cellules d'ailleurs. Et puis ces neurones sont des espèces de petites piles rechargeables. Hein. Il y a des ions qui circulent à travers des membranes cellulaires. Il faut constamment les recharger parce qu'il y a des signaux électriques et des signaux chimiques qui sont constamment envoyés dans notre système nerveux pour le faire fonctionner. Et donc ça, c'est très très coûteux en énergie. C'est aussi un organe qui est très fragile, donc il faut le maintenir à une température extrêmement stable. Donc ça demande aussi une dépense d'énergie. Et puis il faut aussi le nettoyer. Et donc en particulier la nuit, notre cerveau a une grande activité. Quand nous cessons d'avoir une vie consciente. Il ne faut pas croire que notre cerveau se repose. En fait, il ne se repose pas. Il fait des tas de choses. Il stabilise les souvenirs qui ont été acquis pendant la journée.
Et puis, il y a on met en route le lave-vaisselle avant quand on s'endort, et donc il y a des cycles de lavage avec différents types de programmes qui se mettent en route pour le nettoyage du cerveau. C'est très important parce que si on ne nettoie pas bien, eh bien, il y a une accumulation de déchets métaboliques qui aujourd'hui intéressent beaucoup la recherche médicale parce qu'on pense que c'est l'accumulation de ces déchets métaboliques qui provoque un certain nombre de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou d'autres. Hein. Donc c'est quelque chose de central. Donc beaucoup d'énergie et tout ça, enfin, ça a entraîné donc en parallèle avec ces modifications de l'environnement, cette complexité sociale, des comportements et puis des changements biologiques très importants, à commencer par l'alimentation. Donc nos ancêtres se sont orientés vers des alimentations de plus en plus riches en calories. Hein. Si vous aviez le régime alimentaire d'un gorille, eh bien, pour nourrir votre cerveau, il faudrait que vous mangiez à peu près 11 ou 12 heures par jour pour arriver à le nourrir. Et donc ça paraît pas très raisonnable. Et donc on a opté pour un régime alimentaire qui n'est pas celui des gorilles, et notamment vers la consommation de tissus animaux. Alors de la viande, mais aussi de la graisse. Et nous aimons le gras, voilà, et nous aimons le sucré, et ça, c'est un peu inexorable. On peut le déplorer aujourd'hui, parce que ça nous attire pas mal de problèmes dans un monde où la nourriture est très très abondante. Mais c'est quelque chose qui est absolument vital depuis longtemps. Et parallèlement à ça, nous avons aussi développé une capacité, elle aussi un peu malencontreuse aujourd'hui, à stocker de l'énergie sous forme de graisse. Hein. Donc voilà, nous sommes des primates gras par rapport à d'autres. Hein. C'est un peu injuste, hein, mais les chimpanzés qui sont dans un zoo, qui fichent absolument rien, sont toujours beaucoup plus minces que les visiteurs qui viennent les voir, même s'ils font du jogging tous les week-ends. Alors cette histoire de graisse, d'ailleurs, sans vouloir offenser personne, est particulièrement présente chez les humains de sexe féminin. Donc des femmes qui sont tout à fait normales, qui n'ont pas de surpoids, qui sont en bonne santé et actives physiquement, bah, elles ont une composition corporelle avec 20% de masse grasse. Et cette masse grasse, elle est nécessaire. Et nous avons aussi des bébés qui sont gras. J'allais oublier les bébés. On a des bébés qui sont beaucoup plus gras que les bébés des autres espèces de primates. Et donc cette graisse, bah, c'est une réserve, hein, c'est une sécurité en fait. Hein. Et en particulier, pourquoi chez les femmes ? Parce que les femmes sont elles qui, jusqu'à présent, ont mis au monde les enfants. Et dans le développement des enfants, eh bien, notamment le développement du cerveau des enfants à naître, c'est quelque chose qui ne souffre pas un arrêt ou une diminution de l'apport d'énergie. Et donc, c'est très important d'avoir des réserves. Donc, il y a eu un changement dans le domaine alimentaire, et on voit, il y a 2 millions d'années à peu près, les hommes devenir des chasseurs, enfin ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs, hein, c'est-à-dire que voilà, ils chassent des animaux. Alors, il y a d'autres primates qui chassent des animaux. Les chimpanzés, ils attrapent des petits singes. Ils aiment bien la viande, les chimpanzés. Enfin, ce n'est pas indispensable à leur métabolisme. Mais ce qui s'est passé avec les humains, c'est qu'eux, ils se sont mis à chasser pas des petites bestioles, mais des animaux beaucoup plus grands qu'eux. Et ils ont développé, alors je reviens à cette notion de technologie et de modification de l'environnement, ils ont développé des tas de techniques pour acquérir ces sources de nourriture. Et alors, ce qui est vraiment intéressant dans ces changements, c'est qu'on voit en fait, on assiste à une redistribution du budget énergétique au bénéfice du cerveau. Je m'explique, si au lieu d'avoir un régime alimentaire de gorille, vous avez un régime alimentaire humain, eh bien, vous allez avoir un tube digestif et notamment un côlon qui va devenir beaucoup plus court.
est beaucoup plus économe en énergie, parce que le côlon aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, on n'a pas à digérer de la cellulose, des choses très compliquées à métaboliser. Et donc, voilà, on a un système digestif qui coûte moins cher en énergie, et cette énergie supplémentaire qu'on a économisée sur le système digestif a été réallouée au cerveau. Et ça, ce phénomène-là, on l'observe dans de nombreuses fonctions biologiques. La locomotion, par exemple, on vous a expliqué que Lucie, c'était un bipède qui marchait sur ses deux pattes de derrière, etc. La locomotion bipède, c'est une locomotion qui est moins coûteuse en énergie que la locomotion quadrupède. Là encore, l'économie d'énergie réalisée a été réallouée au cerveau. Donc en gros, je pourrais continuer comme ça, mais on a tout un tas de fonctions biologiques qui ont été revisitées dans le sens d'un moindre coût énergétique pour, encore une fois, favoriser le cerveau. Donc chez l'homme, la priorité est donnée au cerveau. Une des expériences personnelles qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est le fait qu'il y a quelques années de ça, j'ai eu des petites filles, deux petites filles qui sont jumelles, adorables. Et ces petites filles, c'était des jumelles monocoriales, c'est-à-dire ces jumelles qui ont, au cours de leur développement, qui partagent le même placenta. Et quand des jumeaux partagent le même placenta, en général, il y en a un qui bénéficie plus que l'autre des transferts d'énergie depuis la mère. Pourquoi ? Parce que son cordon ombilical va être branché, si je peux dire, au bon endroit sur le placenta, alors que l'autre va être branché un peu sur le bord, par exemple, du placenta. Donc là, c'était le cas. Il y en avait une qui se développait beaucoup plus que l'autre, beaucoup plus vite. C'était très inquiétant, parce qu'on a cru pendant un moment qu'on allait en perdre une, hein. Mais alors, ce qui en tant que scientifique, alors je suivais ça évidemment pas seulement en tant que scientifique, mais parce que c'était mes petites filles à naître. Il y a quelque chose qui m'impressionnait énormément, c'est que on peut mesurer le périmètre, la circonférence cérébrale, c'est-à-dire en gros la taille du cerveau sur des échographies de fœtus à naître. Et ces deux petites filles, malgré une taille et un poids très différents, eh bien, elles avaient le même cerveau, et à la naissance, elles avaient le même périmètre crânien, alors qu'elles avaient des poids très très différents. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, la priorité, même dans ce développement embryonnaire, eh bien, elle est donnée au cerveau. Toute l'énergie qui est disponible va d'abord au cerveau et ensuite au reste. Et on observe ça aussi dans la croissance humaine. Donc, notre biologie a été complètement modifiée par cette priorité donnée au cerveau. Alors vous pourrez me dire, bon, on s'en fiche un petit peu, dans le fond, voilà, on est bipède, on mange de la viande, d'accord, et puis quoi ? Alors, tout ça, ça a fini par avoir une influence très très grande, justement sur ces tendances évolutives de fond des hominines, qui sont la complexité sociale, et puis la modification de l'environnement, en particulier à cause des problèmes que pose cette grande consommation d'énergie par le cerveau du point de vue de la reproduction. Donc, je reviens à mes petites filles. Du point de vue de la reproduction, le cerveau c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que donc, je vous l'ai dit, votre cerveau consomme beaucoup d'énergie. C'est à peu près 20% de ce que vous avez pris tout à l'heure, là, le café, les petites viennoiseries. Hop, il y a 20% qui passent dans votre cerveau, alors qu'il ne représente que 2% de votre masse corporelle, hein. Alors, ce pourcentage d'énergie, de 20% à peu près chez les adultes, il est beaucoup plus élevé chez les enfants. À la naissance, il y a à peu près 50% de ce qu'on appelle le métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie qu'on dépense sans rien faire, hein, juste comme ça, en se maintenant en vie. 50% du métabolisme basal des nouveau-nés passe dans le cerveau. Et cette proportion de 50%, elle va monter à 70% chez un enfant autour de 5 ans. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête.
un enfant de 5 ans, 70% de l'énergie qu'il peut absorber en termes de nourriture passe dans son petit cerveau qui est en cours de développement. Alors je dis petit cerveau, en fait, vers 5-6 ans, il a atteint pratiquement la taille adulte. Donc le problème que pose cette consommation d'énergie, c'est qu'une mère qui porte un enfant à naître doit nourrir son cerveau à elle et doit nourrir le cerveau de ce fœtus qu'elle porte. Et ça, c'est assez problématique parce qu'elle doit consacrer déjà beaucoup d'énergie au sien, et ce surplus d'énergie à envoyer, si je peux dire, dans le fœtus pour qu'il développe son cerveau, ça peut être tout à fait critique. Alors aujourd'hui, évidemment, encore une fois, on vit dans un monde d'abondance, on ne se pose pas vraiment la question, mais il faut bien se rendre compte que les mondes du passé ont été des mondes qui n'étaient pas des mondes d'abondance. La nourriture a été comptée, voilà, la famine, la mort de faim, c'est quelque chose qui a existé constamment au cours de l'évolution humaine. Et donc, il y a toujours eu une espèce de tension entre donc ces nécessités énergétiques pour le cerveau des adultes, pour le cerveau des enfants à naître, et puis après la capacité des hommes à trouver cette énergie dans l'environnement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le fond, il y a un frein à l'augmentation de la taille du cerveau au cours de l'évolution des humains, et un frein qui est en particulier lié aux problèmes posés par la gestation et la mise au monde des enfants. Je ne reviens pas sur le fait que d'avoir un gros cerveau à la naissance, c'est un sérieux problème pour la maman déjà, parce qu'il faut qu'elle mette au monde un bébé qui a une grosse tête. Et moi, j'ai jamais mis au monde d'enfant, mais on m'a raconté que c'était pas évident. Un macaque, à la naissance, a un cerveau qui fait 70% de la taille adulte. Si les humains mettaient au monde des enfants avec une taille de cerveau qui faisait 70% de la taille adulte, ça ne serait pas possible. Voilà. Et donc, il y a un problème anatomique et il y a un problème énergétique. Et ça a entraîné des modifications à la fois dans la sphère biologique, mais aussi dans la sphère comportementale. Alors, je ne vais pas trop détailler ça, mais disons qu'en gros, le mode de croissance des humains est tout à fait exceptionnel dans le monde des mammifères. On a une croissance qui est très très longue. On a étendu dans le temps la croissance du cerveau en particulier. Pourquoi ? Eh bien parce que voilà, c'est comme de payer à crédit une maison. On étend le paiement sur 20 ans, 30 ans, au lieu de payer tout de suite. Et donc, ça a permis de s'offrir des cerveaux de plus en plus gros. Il y a un autre aspect qui est tout à fait particulier aux hommes, c'est que donc, nous mettons au monde des enfants avec un cerveau qui est petit, en fait, en proportion de la taille adulte, et on a un cerveau qui se développe après la naissance, et donc qui reçoit énormément de stimulation qui, dans le fond, vont contribuer à son remaniement, à son câblage, à sa maturation. Et une grande partie de notre complexité comportementale, elle est liée à ce fait que notre cerveau, il est modelé au cours des premières années de la vie par les interactions qu'on a avec l'environnement. Et donc, vous voyez que c'est assez, enfin, cette espèce de cercle, c'est-à-dire que cette complexité cognitive qui nous permet de créer de la technologie, un monde artificiel, elle est favorisée par notre mode de croissance. Et notre mode de croissance, il a besoin de cet environnement artificiel, parce que c'est comme ça que les humains peuvent se permettre d'avoir des enfants immatures qui vont être dépendants des adultes pendant très très longtemps. Et un autre aspect de la croissance, du développement des enfants qui est tout à fait particulier chez les hommes, c'est que le sevrage des enfants, alors que notre croissance est très très longue, le sevrage des enfants est très précoce comparé à celui des autres grands primates.
Le sevrage chez les chimpanzés, c'est autour de 4 ans. Chez les orang-outans, c'est plutôt 6 ans, voire plus. Chez nous, dans les sociétés traditionnelles, c'est 2 ans et demi, hein, à peu près, cet ordre-là. Alors, on peut se demander pourquoi. C'est toujours lié à ces questions énergétiques. Pourquoi? Parce que quand un petit enfant est sevré, eh bien, il peut se nourrir évidemment d'aliments solides. Et à ce moment-là, d'autres adultes que sa mère peuvent contribuer à son développement. Et donc, ce qui est tout à fait particulier aux hommes, c'est que la production des enfants, c'est pas juste un processus qui intéresse une femelle qui met au monde un petit et qui s'en occupe, comme c'est le cas de beaucoup de primates et puis de mammifères en général. C'est, si je peux dire, un projet collectif. C'est-à-dire que les autres adultes, à partir du moment où le sevrage est réalisé, vont pouvoir nourrir l'enfant. Et donc, toutes les sociétés humaines, depuis très très longtemps, sont des sociétés de redistribution, de partage, si je peux dire. Et il y a très longtemps déjà, les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient des sociétés où les adultes extrayaient de l'environnement 2 fois plus que ceux dont ils avaient besoin à titre individuel, et ce 2 fois plus permettait une redistribution vers les plus jeunes et les plus âgés. Et donc, vous voyez que, là encore, on a des processus biologiques, mais qui vont avoir un effet sur le comportement de ces sociétés. Et tu me donnes encore 5 minutes. Et donc, il faut bien se rendre compte que cet aspect très particulier de notre développement, c'est en fait la racine de ce que les psychologues appellent la prosocialité, c'est-à-dire notre capacité à créer des relations avec les autres. Pourquoi? Parce que, dans le fond, dans un monde où les enfants sont dépendants d'adultes qui ne sont pas seulement leur mère, et où en plus leur mère peut avoir d'autres enfants qu'eux-mêmes, eh bien, il est vital pour les jeunes enfants, très très jeunes, quand je dis très jeunes, c'est quasiment à la naissance, d'arriver à engager d'autres adultes dans des relations qui sont des relations affectives, en fait. Hein. Et donc, les enfants sont équipés pour ça. Je vous parlais de mes petites filles, je suis complètement convaincu de ça, c'est-à-dire les petits-enfants savent séduire les adultes, et c'est vital dans notre mécanisme adaptatif. Donc vous voyez que toute cette histoire, dans le fond, explique en fait, en grande partie, l'émergence de ces sociétés humaines. Alors pour terminer, je voudrais vous dire 2 choses. D'abord, ce cerveau de plus en plus performant, on pourrait expliquer ce qui se passe dans différentes espèces, en particulier dans la nôtre. Il faut se rendre compte que d'une certaine façon, les hommes eux-mêmes ont, si je peux dire, fabriqué l'évolution de leur propre cerveau. Alors pourquoi? Parce que, d'abord, le cerveau, c'est un organe qui est très très plastique. On voit très bien, même dans la vie d'un individu, comment ses activités, ses apprentissages ont une influence vraiment même anatomique sur son propre cerveau. Et puis, à cause des changements sociaux, économiques, technologiques que les hommes ont générés, eh bien, cela a une influence directe sur l'évolution de leur cerveau. Et donc, à cette construction de niche dont je parlais tout à l'heure, qui était une niche qu'on va appeler écologique, hein, c'est une niche environnementale, technique, il y a la construction d'une niche que je pourrais appeler neurale, c'est-à-dire la fabrication d'un cerveau qui est adapté à ce que nous faisons de notre vie et de nos sociétés. Et à l'intérieur de cette niche neurale, eh bien, il y a une niche cognitive qui s'est développée, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain stade dans l'évolution de ces hominines, et c'est essentiellement à l'intérieur de notre espèce, eh bien, les hommes ont commencé à être capables de se projeter dans l'avenir
de se faire des représentations intérieures du monde, et des représentations d'ailleurs pas seulement du monde tel qu'il est, mais du monde tel qu'il pourrait être, ou tel qu'il n'est pas. Et donc, toute la complexité de nos croyances, de nos rituels, de la façon dont nous peuplons le monde de signification, eh bien, c'est à l'intérieur de cette niche neurale qui, vous le voyez, est quand même cette niche cognitive, excusez-moi, qui est le produit de cette évolution, qui au départ, vous voyez, on est parti de biologie, d'économie d'énergie, d'extraction d'énergie de l'environnement, mais on est arrivé à la prosocialité humaine, aux liens affectifs qui lient les humains entre eux, aux liens économiques qui les lient entre eux, et puis au monde de l'imagination et au monde de la représentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci, merci beaucoup Jean-Jacques. Bon, je suis un primate évolué parce que j'aime le gras. Je suis content que ce soit significatif de cela. Bon, mesdames, messieurs, la parole pour questions-réponses. Ah, pardon, le projecteur, je ne voyais pas. Merci. Sur l'ensemble de l'énergie consommée par le cerveau, quelle est la part des différentes fonctions du cerveau en termes de... Comment se répartit cette énergie, je pense toute mémoire, fonction automatique, réflexion, intelligence, etc. Comment ça se répartit? Je suppose que ça évolue en fonction des... Bon. Et corollaire, c'est est-ce que ce qu'on appelle entre guillemets l'intelligence artificielle ne va pas se traduire par un transfert d'énergie vers autre chose que le cerveau, et donc peut-être une diminution des besoins d'énergie du cerveau et peut-être de sa taille? Alors bon, sur le premier sujet, je dois dire qu'on n'a pas vraiment de réponse très claire. Ce qu'on voit, c'est que le cerveau, en gros, consomme à peu près tout le temps de l'énergie. Même des gens qui sont, voilà, qui sont quasiment inconscients, on se rend compte que l'énergie électrique, elle est toujours là. Il n'y a pas quelque chose de complètement plat qui se produit. C'est assez difficile de faire la part de ce que nous on considère comme des fonctions cognitives supérieures et puis le fonctionnement de... Il faut bien se rendre compte que le cerveau, évidemment, ça nous sert à penser, à parler, à faire des tas de choses comme ça, mais il y a une grande partie du cerveau qui sert aussi tout bêtement à faire fonctionner notre corps, et de façon inconsciente, hein. C'est-à-dire notre cœur bat, pas parce qu'on décide qu'il bat, hein, il bat parce qu'il y a dans notre cerveau, dans notre système nerveux, des systèmes qui contrôlent tout ça. Donc en fait, je serais tenté de dire que ce qui nous paraît le plus important, significatif, c'est probablement marginal par rapport au fonctionnement général du cerveau en termes de, non pas de pensée consciente, mais de contrôle de la motricité, des sens, des fonctions vitales essentielles. Alors, la question de l'intelligence artificielle, je trouve que c'est un sujet qui vraiment mérite réflexion du point de vue énergétique. Pourquoi ? Je vous ai expliqué que dans le fond, pour faire fonctionner notre cerveau et l'alimenter en énergie, on a dans le fond externalisé un certain nombre de choses. J'ai parlé d'économie d'énergie, mais un des mécanismes d'économie d'énergie réallouée au cerveau, eh bien, c'est notamment la technologie, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'avoir des outils en pierre, le fait d'utiliser le feu, le fait d'avoir des choses, le fait de faire de la cuisine, par exemple, c'est quelque chose qui rend notre système digestif
beaucoup plus économe que ce qu'il est chez des animaux qui n'ont pas tout ça. Et donc là encore, on a récupéré cette énergie. Donc chez l'homme, il y a une tendance à externaliser dans la sphère technique ou sociale des fonctions biologiques. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est que cette externalisation, récemment dans l'évolution humaine, elle s'est appliquée au cerveau lui-même. C'est-à-dire qu'on a commencé à externaliser dans le monde matériel des fonctions en particulier de mémoire. Alors, ça a commencé avec des symboles, des signes, ça a continué avec l'écriture, et aujourd'hui, nous exportons dans le monde extérieur à notre cerveau des tas de connaissances que nous stockons sous une forme digitale. Et le développement naturel de ça, si je peux dire, c'est que au-delà de l'externalisation de mémoire, on a commencé à externaliser des capacités de calcul, des capacités de prédiction, de raisonnement. C'est tout le monde de l'informatique et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, alors je parlais tout à l'heure d'une diminution de la taille du cerveau. Effectivement, depuis quelques milliers d'années, il y a une diminution de la taille du cerveau chez l'homme qu'on pense liée à l'émergence de sociétés humaines complexes dans lesquelles il y a une grande division des tâches et où, dans le fond, on n'a pas besoin que chaque individu possède toutes les expertises et toutes les connaissances, ce qui était le cas dans un passé plus lointain, mais des tas de cerveaux plus petits et plus économiques en énergie qui travaillent ensemble peuvent produire des choses tout à fait remarquables. Mais ce que je voudrais dire à propos de l'intelligence artificielle et qu'on ne dit pas, je pense, assez souvent, c'est que cette externalisation dans la sphère technique coûte énormément en énergie. Les GAFAM sont en train de se payer des centrales nucléaires pour alimenter ces systèmes. On pense que d'ici 25-30 ans, à peu près 30% de la consommation électrique aux États-Unis va être consacrée au fonctionnement de systèmes comme ça. Donc c'est quelque chose qui est... Oui, d'abord, merci pour ce superbe exposé. Personnellement, je suis très ému par cette espèce de sympathie que nous entretenons avec ces êtres aussi lointains et en fait aussi proches que nous. Donc, merci pour ça. Ma question est la suivante. Dans la représentation, en tout cas, qu'on se fait de ces sociétés préhistoriques, c'est que ce sont des sociétés claniques. Et du coup, ma question, c'est à quel moment le concept de famille est-il apparu et pourquoi ? Alors, je voudrais dire quand même que il n'y a pas les sociétés préhistoriques et nous, quoi. Je veux dire que je vais parler de 7-8 millions d'évolution des hominines. Si vous remontez il y a 7-8 millions d'années, vous avez quelque chose qui ressemble quand même beaucoup plus à un chimpanzé qu'à un homme actuel. Et s'il y avait un hominine de cette époque-là qui rentrait là dans la pièce, on chercherait tous une autre porte pour sortir. Alors que, évidemment, dans la préhistoire récente, on a affaire à des humanités qui sont beaucoup plus proches que nous. Mais c'est vrai que c'est un des sujets qui intéresse beaucoup les paléontologues, c'est d'identifier le moment où un certain nombre de traits que j'ai décrits, par exemple ces histoires de sevrage, de redistribution de la nourriture, de rythme de croissance, la vitesse à laquelle les enfants grandissent, c'est vraiment un sujet de recherche très très important. Dans toutes ces espèces qui ont existé dans le passé, il faut bien comprendre que, en fait, chacune a un petit peu réalisé une mosaïque de caractères différentes des autres. Et donc le modèle de société humaine tel que nous on l'imagine, la famille, la façon dont l'énergie est redistribuée, etc., c'est quelque chose qui est relativement récent en fait dans l'évolution des hominines. Donc on a, si vous voulez, déjà il y a, on va dire un peu moins d'1 million d'années, on commence à rentrer dans des modes d'organisation sociale qui probablement ressemblent un peu à ceux des sociétés humaines,
Encore une fois, pourquoi? Parce que on commence à avoir des hominines avec des cerveaux justement assez gros qui coûtent en énergie, avec des implications sur la façon dont on peut mettre au monde les enfants et les élever. Et donc là, déjà, on rentre déjà dans ces systèmes de partage, de redistribution, etc., qui ne préexistaient pas, enfin qui n'existaient pas dans les périodes plus anciennes. Alors, vraiment, encore une fois, le modèle humain tel que je l'ai décrit, c'est vraiment dans notre espèce, chez l'Homo sapiens, donc on parle des derniers 300 000 ans, qu'on voit ça se développer. Et encore, dans notre espèce, les premières formes qu'on connaît sont très différentes d'aujourd'hui. Il y a une évolution qui a continué à s'exercer. En particulier, il y a une chose qui suscite beaucoup de débats au sein de mes collègues, c'est quelque chose qu'on appelle l'autodomestication, c'est-à-dire l'idée que les hommes sont autodomestiqués, un peu comme plus tard ils ont domestiqué des animaux. Alors l'autodomestication, c'est quoi? C'est le fait que... alors d'abord, comment on s'est rendu compte de ça? Dans le monde animal, on voit que quand on sélectionne des animaux parce qu'ils sont plus sociables, ils sont moins agressifs, ils sont plus faciles à manipuler, évidemment, on sélectionne un comportement, mais ça a des effets sur l'aspect, l'anatomie, des caractères physiques. Hein. Voilà, les vaches qui ont des taches blanches et noires, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les chiens, chez les chevaux, qu'on ne trouve pas chez les formes sauvages, mais qu'on trouve chez les formes domestiques. Bon, les hommes n'ont pas des taches noires et blanches, mais ils ont d'autres caractères qui suggèrent qu'il y a un phénomène un peu du même genre qui s'est produit. Et donc, cette autodomestication, c'est quoi? C'est, en gros, le fait, on s'est débarrassé des mâles alpha qui étaient vraiment violents, et on a favorisé la reproduction de ceux qui étaient... On a favorisé la reproduction. C'est pas de l'eugénisme, hein, mais on a, disons, les sociétés humaines, dans le fond, sont organisées de telle façon que c'est les comportements sociaux les plus, empathiques ou altruistes qui, peu à peu, ont pris le pas sur le reste. Alors, on va prendre 3 questions d'affilée, parce que leur tourne, il y a beaucoup de demandes de questions qui répondront globalement. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour cette conférence. Alors je vais essayer d'être bref. Donc j'ai lu dans un livre qu'il y avait par rapport à notre cerveau, donc une zone un peu plus ancestrale qui s'appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, limbique et cortex, néocortex. Mais donc le cerveau reptilien, en fait, il a une fonction qui est d'envoyer de la dopamine depuis très longtemps. Hein, donc ça c'est propre à beaucoup d'autres espèces. C'est ce que j'ai lu, quand il y avait un comportement qui favorisait la survie de l'espèce. Et donc, je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire par rapport à ça, parce que je trouvais l'éclairage extrêmement intéressant sur l'ancrage un peu matériel, on va dire, pour le développement de notre particularité qui est notre cerveau. Mais si vous pouvez dire quelque chose par rapport justement à cette sécrétion de dopamine et peut-être l'addiction que ça peut entraîner, qui était le moteur en fait, qui nous donnait simplement envie de survivre. Voilà. On prend 2 autres. La dopamine. Bonjour, je vous remercie de votre conférence. Je voulais savoir quelque chose, c'est qu'il y a un phénomène chez les enfants et aussi chez les adultes. Ce phénomène m'a touché énormément parce que je suis dans un monde où je vois beaucoup d'enfants, c'est les crises d'épilepsie. Ouais. Et ces crises d'épilepsie, il démarre, c'est une pathologie qui est un peu sensible, où je voulais savoir, est-ce que ça vient aussi de l'alimentation ou c'est un passage? Parce qu'à un moment donné, au moment qu'il passe, si on arrive à l'accompagner l'enfant, traverser la croissance, on peut dire que ça disparaît. Et parfois, pendant la période en convulsion, est-ce qu'il perd un peu de neurones? Et est-ce que ça vient de l'alimentation ou comme vous avez exprimé? Merci.
Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que dans l'histoire des hommes, l'évolution biologique a plus ou moins été doublée par l'évolution des idées. Ma question que je me pose est un corollaire de celle qui a été posée tout à l'heure sur l'intelligence artificielle et aussi ce que vous avez évoqué concernant vos petites filles. Moi, j'ai moi-même une petite fille de 5 ans et 70% d'énergie, c'est tout à fait confondant comme idée. Dans ce monde technologique, quel rôle joue la technologie justement et quel rôle peut-elle jouer dans l'avenir sur l'évolution de nos cerveaux? Alors, bon, je vais essayer de ne pas être trop long. Sur la dopamine, alors la dopamine, c'est, comment dire, c'est une hormone qui va, comment dire, enfin, c'est un circuit de récompense, la dopamine. C'est-à-dire, en fait, la dopamine, on en reçoit une dose dans le cerveau quand on a voilà, quelque chose qui nous gratifie. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, d'abord, c'est qu'on voit que cette production de dopamine chez l'homme, elle est tout à fait favorisée, si je peux dire. Il y a une publication récente là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la génétique qu'il y a derrière la production des cellules qui produisent la dopamine, etc., qui montre que l'homme est quand même une espèce à part comparé à d'autres primates. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'évolution du cerveau dans notre espèce. Au cours des derniers 300 000 ans, le cerveau a continué à évoluer. Hein. C'est un des organes qui a le plus évolué. On voit certaines parties du cerveau qui se développent de façon particulière. En particulier, on voit une partie du cerveau qu'on appelle le cervelet, qui est à l'arrière du cerveau. Alors, le cervelet, autrefois, bon, ça n'intéressait pas grand monde. C'est quelque chose qui est impliqué dans la coordination motrice. Puis récemment, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était assez important. D'abord parce qu'on se rend compte que dans notre espèce, il se développe de façon particulière. La coordination motrice, c'est pas juste faire de la bicyclette. Hein, c'est quand je parle, je produis 4 phonèmes par seconde. Je peux vous dire que la coordination motrice, elle est vraiment très importante. Donc c'est peut-être en partie l'explication de ce cervelet gros chez les sapiens. Puis récemment, alors on s'est rendu compte aussi que le cervelet, il est connecté à tout un tas de parties du cerveau dans le cortex et en particulier au circuit de récompense. Et il y a quelques années, il y a un papier qui a été publié dans Science, des gens qui ont fait des expériences sur des souris et qui ont montré à quel point le cervelet et ses circuits de récompense étaient importants dans les interactions sociales entre ces souris. Et donc, je serais assez tenté de penser que cette évolution particulière du cervelet dans notre espèce, eh ben, elle est liée à cette complexité sociale que j'évoquais tout à l'heure. Alors, quand je dis complexité sociale, je veux dire quoi? Je veux dire cette capacité à créer des réseaux d'individus de plus en plus étendus. Et puis, le côté, je n'ai pas encore prononcé le mot d'empathie, mais quand je parlais tout à l'heure des enfants qui sont équipés pour créer des liens avec les adultes, un des équipements qu'ils ont, c'est l'empathie. C'est-à-dire que les enfants très jeunes apprennent à lire dans le cerveau des autres, c'est-à-dire à essayer de se mettre dans leur tête, à comprendre leurs intentions, pas seulement à travers le langage, mais même à travers des signaux non verbaux. Et ça, c'est une capacité qui est exceptionnellement développée chez les hommes. Il y a des tas d'expériences qui montrent que les hommes sont beaucoup plus forts à ça que beaucoup d'autres espèces de primates. Et donc, évidemment, la dopamine, là-dedans, elle joue un rôle essentiel, hein, parce que chaque fois que, disons, qu'on coche une case bonne, hop, on reçoit une petite dose de dopamine, donc c'est vraiment essentiel à ces interactions sociales. Alors, à propos de l'épilepsie, ce qu'on sait de l'épilepsie, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des gens qui défendent l'idée que c'est lié à l'alimentation, mais
je vous ai parlé de ces 80 milliards de neurones dans notre cerveau. Il faut comprendre que le fonctionnement de ces neurones, c'est assez compliqué. Il y a des neurones qui sont des neurones qu'on appelle excitateurs, c'est-à-dire ils vont dans le fond lancer des signaux. Et puis il y a des neurones qui sont des neurones qui sont au contraire qui ont une action de répression de ces signaux. Et dans le fond, c'est l'équilibre entre ces neurones excitateurs et ces neurones qui ont un rôle répresseur qui assure un fonctionnement, j'allais dire, fluide du cerveau. Ce qui se passe dans les crises d'épilepsie, enfin ce qu'on pense qui se passe dans les crises d'épilepsie, c'est que c'est un défaut d'activité des neurones qui sont impliqués dans la répression des signaux. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans la crise d'épilepsie, où sont les neurones excitateurs qui prennent le dessus, et là, il y a une espèce de perte de contrôle momentanée. Alors, comme ça a été dit, c'est quelque chose qui est probablement, j'allais dire, un trouble au cours du développement individuel, et puis qui peut ensuite disparaître. Alors, à propos de la technologie et du cerveau, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? J'ai parlé de cette tendance à externaliser dans la sphère technique des fonctions biologiques. Il y a une autre tendance qui est beaucoup plus récente, qui est celle dans le fond, d'internaliser de la technologie. Donc, je ne sais pas combien de gens dans cette salle ont des prothèses, mais il y en a beaucoup. Bon, moi, j'ai des prothèses dentaires, ça existe depuis le Paléolithique supérieur, hein. Mais voilà, aujourd'hui, les prothèses de hanches, les prothèses de genoux, les implants cochléaires, voilà, on est engagé quand même dans une évolution où on intègre dans l'organisme de la technologie, pour le bien-être des individus, évidemment, hein. Mais récemment, on s'est dit, bon, c'est bien d'externaliser de la mémoire, des fonctions de raisonnement, de calcul, de l'intelligence dans la sphère technique, mais et si on internalisait dans le cerveau des puces pour, dans le fond, booster ses capacités. Bon, vous connaissez Neuralink, hein, comment dire, l'entreprise d'Elon Musk, mais il y en a d'autres, hein. Et donc ça, je pense, c'est quelque chose auquel on va assister dans les générations qui viennent, que ça nous plaise ou pas, hein. Alors aujourd'hui, ces implants sont des implants qui sont à viser, comment dire, on aide des gens qui sont dans le handicap. C'est-à-dire, l'idée c'est quoi ? C'est on va connecter le cerveau d'un individu qui est tétraplégique avec un ordinateur et il va être capable de générer des actions grâce à ça, même si lui, physiquement, il n'est pas capable de le faire. Ça paraît formidable, mais bien évidemment, il n'y a pas que ça. Donc, il y a des gens qui se disent, et si on arrivait à implanter des puces qui, je sais pas, améliorent les performances d'un pilote d'avion de chasse, par exemple, en termes de réaction, de choses comme ça. Donc, je pense que la frontière entre le biologique et le technologique, c'est une frontière qui devient poreuse, qui devient floue, et ça, bon, je pense c'est un peu inexorable. J'ajoute une dernière chose, c'est que l'espèce humaine, c'est la première espèce dans l'évolution de la vie depuis plus de 3 milliards d'années, qui est capable d'intervenir sur son propre génome. Et donc, on me demande tout le temps, alors, c'est quoi le futur de l'évolution humaine ? Est-ce qu'on va avoir un plus gros cerveau, 6 doigts ou je sais pas quoi ? Je pense que c'est surtout de ce côté-là qu'il faut réfléchir, parce que on sait modifier le génome d'autres créatures, mais aussi de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la vie auparavant. Donc, toutes si vous voulez, les lois de l'évolution telles qu'on les comprend dans le passé, je pense, sont d'une certaine façon devenues un peu inopérantes dans le cas des hommes, parce que elles vont alors, je dis pas que ça n'existe plus, hein, l'évolution, j'allais dire la sélection naturelle, la sélection sexuelle, etc. C'est toujours à l'œuvre, mais va se rajouter à ça une autre couche, qui est une couche d'action directe sur le génome.
Alors j'ai une question. On va parler beaucoup de la relation mère-enfant. Et je voulais évoquer avec vous l'addiction des écrans pour nos jeunes enfants, puisque nous sommes sensibilisés parents et grands-parents. Ouais. Et voir un petit peu, vous parliez tout à l'heure de pression de connexion. Que se passe-t-il à leur âge quand ils sont sur de nombreuses heures sur les écrans? Bon alors, là, je sors un peu de ma capacité, enfin de mon expertise, ce que j'aime pas trop faire, parce que j'aime bien parler de choses que je connais. Donc, il y a des tas de gens qui travaillent sur l'effet des écrans sur les enfants, avec beaucoup de préoccupations, mais aussi des aspects positifs à ça. Je pense qu'en soi, les écrans, c'est pas l'écran ou l'interaction avec l'écran qui peut être négative. Je pense que ce qui est plus préoccupant, inquiétant, c'est le temps consacré à ça qui est retranché au temps d'interaction avec d'autres êtres humains bien réels et qui sont absolument indispensables au développement intellectuel, cognitif et affectif des individus. Je pense que c'est là qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que les enfants ils regardent le téléphone portable de leur papa ou de leur maman, ou qui regardent des choses à la télé. Bon, c'est une chose. Ce qui est très embêtant, c'est si à côté de ça, ils n'ont plus d'interaction avec leur fratrie, avec d'autres enfants, avec des adultes. Là, je pense qu'il y a une vraie préoccupation, hein. Vous savez, j'ai enseigné aux États-Unis plusieurs fois. J'ai un souvenir qui m'a beaucoup frappé quand j'étais, il y a quelques années déjà, à Stanford. Il y avait au milieu du campus, il y avait une place où il y avait des espèces de cafétéria pour les étudiants. Et alors j'ai vu plusieurs fois des étudiants qui se baladaient avec un panneau qui disait un truc du style je voudrais connaître des vrais gens, je voudrais parler avec des vrais gens, etc. Des gens qui passaient leur temps sur les réseaux sociaux, qui suivaient des cours en visioconférence, etc. Et qui à un moment commençaient à paniquer un peu, si je peux dire, parce qu'ils se disaient mais en fait j'ai plus de contact réel avec une humanité réelle. Eh bien, on va rester là pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je donnais la parole à notre grand maître de la Grande Loge de France, Thierry Saveroni, pour quelques mots. Je vous dis quand même que vous l'avez vu en entrant, la librairie de quartier au Bonheur des Livres tient à votre disposition en vente La tyrannie du cerveau. Peut-être si Jean-Jacques a le temps, il signera quelques bouquins. Et puis 10 minutes après la fin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce bâtiment, je vous emmènerai, pour ceux qui le souhaitent, dans le Grand Temple pour vous en parler. Merci à tous. Et puis encore une fois, excusez-moi pour mon retard ce matin. Alors, un petit mot en conclusion. Monsieur le professeur et mon cher Jean-Jacques, merci, parce que c'est une journée particulière pour vous aujourd'hui. D'abord d'intervenir à la Grande Loge de France et nous avoir gratifié de ce beau voyage ce matin dans l'histoire de notre humanité, passée et présente et à venir. Et puis ce soir, puisqu'on va vous remettre votre épée d'académicien, donc je voulais vous en féliciter. Voilà. Et vous remettre le beau livre de la Grande Loge de France, qui retrace donc les 3 siècles d'existence de cette obédience. Et je suis certain que vous trouverez source d'inspiration au travers de la démarche qui est proposée en Grande Loge de France. Merci. Et encore un grand merci de votre présence.